un coup d'œil sur les nouvelles qui dominent l'actualité ce soir. Les Sud-Africains ont voté, l'ANC se dirige vers une nouvelle victoire, mais les premiers résultats marquent un net recul du parti de Nelson Mandela. La ville congolaise de Butembo, une nouvelle fois le théâtre d'attaques meurtrières, affrontements qui retardent la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Les patrouilles militaires ont été renforcées. C'est un décret historique du Vatican. Le pape François oblige légalement le clergé à signaler les abus sexuels. Cap à nouveau ce soir sur l'Afrique du Sud pour démarrer. Le pays est dans l'attente des résultats complets au lendemain des législatives. Mais les premières tendances indiquent que l'ANC du président Cyril Ramaphosa s'achemine vers une nouvelle victoire. Les observateurs anticipent toutefois un succès moins large pour le parti au pouvoir que lors des précédentes élections. Compte rendu, Zili Diko. Après dépouillement de plus d'un tiers des quelques 23 000 bureaux de vote du pays, l'ANC était crédité de 59,90% des suffrages et devrait donc renouveler sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous avons comptabilisé 44,7% de l'ensemble des résultats des différents bureaux de vote. Ces résultats ont été contrôlés et rendus publics. Nous espérons que les dépouillements des 55% des votes restants se termineront demain dans la matinée. Cependant, 90% des bureaux de vote devraient avoir fini leur décompte ce soir vers 22h. La commission électorale publie en direct le décompte des résultats, bureau par bureau, et les chiffres sont susceptibles de changer jusqu'aux résultats finaux. Déçus par les scandales autour de l'ANC, beaucoup d'électeurs, en particulier les jeunes en quête d'emploi et d'un avenir meilleur, se tournent vers les partis d'opposition. Mon espoir est qu'il y aura de l'emploi pour les chômeurs. J'espère que les choses s'amélioreront après les élections. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi, vous voyez. J'espère donc qu'ils vont créer des emplois et qu'ils mettront fin à la corruption, qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février 2018, devrait être réélu par les députés et prêter serment le 25 mai. Claire Morin-Gébourg pour le récit. Au Togo, un vote qui va accentuer la crise politique. Les parlementaires viennent d'adopter une réforme constitutionnelle qui permettra à l'actuel chef de l'État d'être de nouveau candidat en 2020 et en 2025, même si la révision prévoit la limitation du nombre de mandats présidentiels. Depuis près de 2 ans, une coalition de 14 partis d'opposition multiplie les marches et les manifestations afin d'empêcher Faure Gnassingbé de se représenter pour un 4e mandat sans obtenir gain de cause. Abdourahmane Dia a recueilli les commentaires de Gilbert Bawara, membre du gouvernement togolais. Cette réforme politique et constitutionnelle qui contribue non seulement à la consolidation de l'état de droit et au renforcement de la démocratie, mais qui est également de nature à favoriser le renforcement de la décrispation et de l'apaisement du climat politique et social. Maintenant, il s'agit de voir quels étaient les vrais objectifs de certains acteurs politiques et de certaines organisations dites de la société civile. Si la finalité était de contribuer à améliorer la démocratie, à faire avancer l'état de droit au Togo, à partir de ce moment-là, on ne devrait plus avoir de remous et puis les réformes qui ont été adoptées devraient plutôt être saluées, soutenues. De nouveaux combats dans l'est de la République démocratique du Congo. 8 miliciens, 4 militaires et un policier ont été tués hier lors d'affrontements. L'armée congolaise effectue des patrouilles conjointes avec les forces de l'ONU dans cette partie du pays, également affectée par l'épidémie d'Ebola. Davantage avec Arzuma Compaoré.
Le bilan des affrontements fait état d'au moins 8 miliciens Maï-Maï tués dans la contre-offensive de l'armée après l'attaque contre la ville de Butembo qui ciblait des positions de l'armée. Un milicien blessé a été hospitalisé. Selon un porte-parole de l'armée régionale, 4 militaires dont 2 officiers ont succombé à leurs blessures. La ville a subi une attaque de forces Maï-Maï qui ont voulu endeuiller cette ville. Mais heureusement que nos forces qui ont agi en professionnel, les FARDC, la police, qui ont démontré de quoi ils sont capables, ils ont pu maîtriser la situation, ils ont pu contenir cette situation. Des dizaines de groupes armés se disputent le contrôle des vastes gisements de minéraux de l'Est de la RDC, notamment de l'or, des diamants, du cuivre et du coltan. Parmi elles, des unités armées d'autodéfense des Maï-Maï sont accusées d'attaques régulières des centres de traitement du virus Ebola. Un médecin camerounais attaché à l'Organisation mondiale de la santé a été tué dans une attaque le mois dernier. La porte-parole de la force onusienne en présence a par ailleurs annoncé le déploiement de la force aux côtés des forces armées congolaises. La MONUSCO a immédiatement déployé une force de réaction rapide afin de soutenir nos partenaires congolais des forces armées congolaises, les FARDC, qui étaient engagés contre les assaillants. Outre l'insécurité, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont touchées par une épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 1000 morts depuis août, selon le ministère de la Santé congolais. Selon le ministre Oli Ilunga, chaque perturbation des activités de lutte contre l'épidémie est suivie d'une flambée du nombre de nouveaux cas et du nombre de décès. Le couperet est tombé au Burkina Faso. Le chef de l'État a limogé les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres tenu hier soir, Roch-Marc Christian Kaboré a nommé 2 nouveaux gouverneurs dans 5 régions. Le communiqué ne fait aucun commentaire sur ces remplacements. Le pays sahélien est confronté depuis plusieurs mois à une vague d'attentats attribués à des groupes djihadistes que l'armée n'arrive toujours pas à enrayer, bien qu'elle mène régulièrement des opérations contre ces groupes. Washington affiche son refus à l'opérateur China Mobile l'accès au marché américain, une décision qui intervient aujourd'hui au moment où débutent d'importantes négociations entre Washington et Pékin pour désamorcer leur conflit commercial. Quant au président américain, il révèle avoir reçu une belle lettre de son homologue chinois, Xi Jinping. Donald Trump estime encore possible de nouer cette semaine un accord avec Pékin malgré le regain de tensions observé ces derniers jours. C'est le vice-premier ministre chinois Liu He qui doit diriger les tractations pour la partie chinoise dans la capitale américaine. Sur le plan politique, c'est la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 qui bat son plein. Une vingtaine de personnalités sont d'ores et déjà entrées dans l'arène alors que d'autres envisagent de le faire. Les candidats ne manquent pas de mettre les bouchées doubles pour tenter de convaincre la partie de l'électorat qui domine les réseaux sociaux, comme nous allons le voir dans ce reportage de Catherine Gibson. Il est relaté par Irénée Hermanumbu. Se vanter d'un animal domestique, poster sur Instagram des selfies prises avec des électeurs ou recommander la playlist de Beyoncé. 3 moyens traditionnels d'atteindre les électeurs, tous rendus possibles par les médias sociaux. Cela contribue à renforcer le sentiment d'authenticité des campagnes qui se font simultanément à divers niveaux pour permettre non seulement aux candidats d'indiquer leur position politique, mais aussi pour donner un aperçu de leur leadership et de leur personnalité. Durant la campagne de 2016, les médias sociaux ont été la principale source d'information des électeurs, dépassant les sites web et les courriels. Twitter, la plateforme préférée du président Trump, s'adresse principalement aux initiés politiques. La sénatrice Kamala Harris mène la course quant aux impressions sur Twitter et Facebook. Le maire Pete Buttigieg a gagné le plus d'abonnés sur Instagram, la plateforme qui atteint le plus de personnes. Instagram est devenu la plateforme où les gens peuvent tisser différents types de relations, s'engager sans pour autant être obligés de suivre les conflits qui se déroulent au quotidien sur Twitter.
Instagram Live, qui n'existait pas en 2016, offre aux candidats une plateforme de diffusion gratuite et directe depuis leur téléphone. Elle permet également aux candidats d'interagir directement avec les électeurs. C'est moins coûteux pour eux comparé aux traditionnelles méthodes de communication et de publicité ou même par rapport aux stratégies médiatiques onéreuses. Une opportunité que les démocrates entendent utiliser pour battre le président Trump en 2020. Et puis, sachez que le président Donald Trump a affirmé ce jeudi que les Iraniens s'étaient montrés très menaçants, sans autre précision, pour expliquer sa décision d'envoyer un porte-avions et plusieurs bombardiers B-52 dans la région. Le patron de l'Église catholique a profondément remanié aujourd'hui la réplique du Vatican aux crimes sexuels commis en son sein. Par le truchement d'une nouvelle loi, le pape François rend notamment les évêques responsables de tels actes ou de leur dissimulation. Abdourahmane Dia pour les détails. Le pape François ne veut plus que les garants du bon fonctionnement de l'Église ignorent les abus sexuels après les multiples scandales ayant secoué l'institution ces dernières années. Le texte précise que les diocèses doivent mettre en place un dispositif facilement accessible au public pour qu'ils puissent signaler des cas d'agression sexuelle, de harcèlement ou de diffusion d'images pédopornographiques. Je pense que la loi est importante car elle décrit clairement une obligation. Je pense que cette obligation a toujours existé, mais l'expérience nous a montré qu'une mentalité statique ou une volonté de protéger l'institution empêchait la divulgation de ce type d'informations. Le document a été immédiatement salué par les observateurs qui estiment que forcer les prêtres à ne plus couvrir les cas d'abus est un pas important que l'Église vient de franchir. Eh bien, ce décret est probablement appelé révolutionnaire dans le sens où il introduit des changements radicaux pour responsabiliser les évêques qui aient eux-mêmes commis des abus sexuels, les aient dissimulés ou aient abusé de leur propre pouvoir avec des adultes. Il couvre les enfants et les adultes. En février, le pape François avait réclamé des mesures concrètes et efficaces lors d'un sommet inédit au Vatican pour lutter contre les agressions sexuelles de mineurs perpétrées par des membres du clergé. Le dossier iranien abordé lors d'un sommet sur l'avenir de l'Union européenne post-Brexit. Réunis à Sibiu, en Roumanie, les Européens ont rejeté ce jeudi l'ultimatum de Téhéran sur son programme nucléaire, tout en réaffirmant leur espoir de sauver l'accord international de 2015 et d'éviter que les pressions de l'Amérique de Donald Trump ne provoquent une escalade sans retour. Le sommet a fourni un cas pratique épineux aux Européens qui avaient prévu d'y débattre de leur rôle sur la scène mondiale sans la première ministre britannique Theresa May. Au Venezuela, le régime du président Nicolás Maduro a accéléré la répression contre les auteurs de la tentative de soulèvement du 30 avril avec l'arrestation du bras droit de l'opposant Juan Guaidó et l'inculpation de nouveaux députés. La Cour suprême, que l'opposition accuse d'être à la solde de Maduro, a inculpé de haute trahison, conspiration et rébellion civile 3 nouveaux députés d'opposition, portant à 10 le nombre d'élus poursuivis pour leur soutien à la tentative d'insurrection menée par Guaidó. L'un de ces 10 députés, Edgar Zambrano, bras droit de Guaidó donc, et vice-président de l'Assemblée nationale, a été arrêté par le service de renseignement du régime. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voyons maintenant les sujets que nous allons vous proposer dans la seconde partie. Il y a 7 ans, elle avait quitté la ville malienne de Gao en raison des attaques djihadistes, mais l'infirmière Jamila Amadou a fini par rentrer pour mettre à profit le travail qu'elle sait faire. Attention, danger, la pollution routière provoque 4 millions de nouveaux cas d'asthme infantile par an dans le monde. Et en fin de journal, quand la culture chinoise s'exporte en Afrique, dans une ville sud-africaine, des pas de danse pour promouvoir les échanges entre la Chine et le continent. Gros plan donc sur une infirmière malienne qui veut aider à reconstruire sa ville malgré l'insécurité. Elle s'appelle Jamila Amadou. Elle a fui Gao aux côtés de milliers d'autres en 2012 lorsque des groupes extrémistes sont venus occuper le nord du Mali. Jamila fait partie de ceux qui sont revenus après des années d'exil. Son histoire racontée par John Lyndon. À l'école primaire, Jamila Amadou voulait être infirmière. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle vit son rêve comme infirmière en chef au centre de santé de référence de Gao, un hôpital général desservant environ 550 000 personnes dans le nord du Mali, dont beaucoup ont été déplacés par le conflit. Il y a toutes sortes de cas. Il y a le palu, diarrhée, fièvre, typhoïde, ulcère gastrique, les hypertendus. 6 ans après l'intervention des forces françaises contre l'avancée des djihadistes dans le nord du Mali, les violences se sont propagées dans le Sahel. La sécurité s'est fortement détériorée ces dernières années à la suite d'attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, ainsi qu'en raison de heurts ethniques. Pendant l'occupation, des hôpitaux et des installations de services publics ont été vandalisés. C'était pillé en avril. Tout était saccagé, complètement saccagé. Il n'y avait rien, ni porte, ni fenêtre ici. Le mois dernier, pas moins de 160 personnes ont été tuées dans le village de Gossagou. Malgré l'insécurité, de nombreuses personnes reviennent à Gao et la population augmente. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires ont ainsi travaillé à la réhabilitation de l'hôpital principal. Quant à Jamila, à la fin d'une longue journée, elle rentre chez elle en scooter pour retrouver sa famille. Coup de projecteur maintenant sur l'asthme infantile. Il s'agit de la plus répandue des maladies chroniques graves chez les enfants d'après l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle étude montre que la pollution de l'air due au transport routier est une des causes majeures de la maladie, avec 4 millions de nouveaux cas d'asthme infantile par an dans le monde. Reportage de Kevin Enoch, récit de Lundiaï. Nous savions déjà que la pollution liée au trafic automobile contribue massivement au changement climatique. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu'elle est également un facteur important de problèmes de santé dans le monde. Des estimations récentes montrent que la pollution de l'air est le plus gros risque environnemental au niveau global, plus que n'importe quelle autre cause de maladie liée à l'environnement. Selon l'OMS, la pollution de l'air cause environ 3,7 millions de décès prématurés chaque année. Mais cette nouvelle étude de l'université George Washington à Washington DC indique qu'un polluant spécifique, le dioxyde d'azote NO2, provenant des émissions des voitures, est la principale cause d'asthme chez les enfants dans de nombreuses villes dans le monde. La pollution causée par le dioxyde d'azote a un réel impact sur le nombre d'enfants asthmatiques dans le monde. Et les principaux effets ont été observés dans les villes où presque 50% des nouveaux cas d'asthme infantile proviennent de la pollution créée par le NO2. Un autre élément troublant de la recherche, les villes où cette maladie se propage ont un niveau de NO2 considéré comme sûr par l'OMS. Une des trouvailles les plus surprenantes pour nous, c'est qu'en réalité, plus de 90% du NO2 lié au cas d'asthme infantile sont enregistrés dans des zones déjà conformes à la directive de l'OMS, relative à la pollution annuelle moyenne de dioxyde d'azote, soit 40 mg par mètre cube.
Ce n'est pas vraiment une surprise que la majorité des villes avec le plus haut niveau de pollution de NO2 se trouvent dans ces 3 pays, la Chine, l'Inde et les États-Unis. La solution, selon ces recherches, est de continuer la lutte contre le réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre, car les 2 problèmes sont étroitement liés. Toujours au chapitre santé, un groupe d'experts de l'OMS recommande une importante augmentation de la vaccination contre la maladie d'Ebola en République démocratique du Congo, où l'épidémie a déjà tué plus de 1000 personnes en 9 mois. Plus de 111 000 personnes ont déjà été vaccinées. Il s'agit de personnes ayant été en contact avec un malade ou l'un de ses contacts. Mais ces vaccinations n'ont pas été suffisantes pour empêcher le virus d'Ebola de se développer dans des régions du pays déjà frappées par l'insécurité. Sachez également qu'un agent congolais de l'équipe de riposte contre la maladie a été assassiné la nuit dernière. Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. L'Ouganda tient sa première liste de joueurs sélectionnés en vue de la CAN 2019. Cette liste de 19 joueurs est un mélange entre des internationaux comme Daniel Isiagi, Bevis Mugabi et des joueurs locaux retenus en parallèle pour la Coupe Kosafa Cup. Pour ce qui est du stage, eh bien, les CAN l'entameront à domicile à compter du 13 mai à Kabira Country Club. Une semaine après, ils s'envoleront pour les Émirats Arabes Unis pour poursuivre leur préparation avant le début de la compétition le 21 juin. Pour rappel, l'Ouganda est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, l'Égypte, de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe. En Europe, David Beckham a été condamné à une suspension de 6 mois de son permis de conduire. La justice lui reproche l'utilisation de son téléphone portable au volant. Lors de sa comparution au mois de mars, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre avait reconnu les faits qui se sont produits en novembre dernier et ont été dénoncés par un témoin. En janvier dernier, Beckham avait été poursuivi pour excès de vitesse après avoir dépassé 90 km/h dans une zone limitée à 65 km/h. Là aussi, il avait reconnu les faits, mais avait évité une condamnation grâce à une erreur de procédure. NBA, pour finir, Milwaukee s'est qualifié pour la finale de la conférence Est en battant Boston sur le score sans appel de 116 à 91. Les Bucks se sont imposés 4 victoires à 1 face aux Celtics. Ils disputeront leur première finale de conférence depuis 2001 face à Toronto ou Philadelphie. La franchise canadienne mène 3 victoires à 2 avant le match numéro 6 qui aura lieu ce soir sur le parquet des Sixers. À l'Ouest, Golden State a perdu Kevin Durant sur blessure, mais s'est tout de même imposé face à Houston 105 à 99. Les doubles champions en titre mènent 3 victoires à 2 et peuvent atteindre en cas de succès demain à Houston la finale de conférence Ouest pour la 5e année consécutive. Au revoir. Merci bien Yacouba. À demain. En Afrique du Sud, dans la ville de Bongkot-Sprout, le Nan Hua Performing Arts Group, une académie chinoise, enseigne les valeurs de la Chine à des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Financée par le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, l'Académie Nan Hua est une véritable école qui allie culture africaine et découverte chinoise. Immersion avec Thierry Kaoré. Le décor, la musique, les pas de danse, la cuisine, tout porte à croire que nous sommes en Chine. Et pourtant, nous sommes bien à Bronx-Org-Street, une ville située à 50 km de Pretoria. Ces étudiantes sud-africaines font partie d'un groupe d'art créé pour promouvoir les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. Le programme rassemble uniquement des filles dont la formation inclut un mélange d'art chinois et africain. Le Nanhuan Performing Art Group est un échange multiculturel avec des tambours, des chants et danses chinois mélangés avec de l'art africain, donc la danse, les chansons africaines, les tambours et les marimbas. Formée en 2013, la troupe a beaucoup progressé et voyagé dans le monde. Mais cette académie n'apprend pas qu'à danser. Les filles suivent aussi des cours d'informatique et apprennent le mandarin ainsi que les principes du bouddhisme, le tout à 0 francs. J'ai décidé de venir ici au Centre d'art dramatique Nanhuan parce que je viens d'un milieu où ma famille n'est pas financièrement bien. Donc c'était une opportunité pour moi de venir ici puisque tout ce que nous avons, l'allocation et l'éducation, tout est gratuit.
Dans un premier temps, l'adaptation a été un peu difficile, mais peu à peu, on s'est intégré. C'est un monde différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier l'alimentation, parce que c'est strictement végétarien. Mais maintenant, nos corps sont habitués à cela, c'est délicieux. Alors qu'elles se faisaient des inquiétudes sur leur niveau d'immersion dans la culture chinoise, ces filles ont vite compris que c'est peut-être une vraie chance d'améliorer leur situation et d'apprendre des compétences qui pourraient les aider à gagner leur vie. Et puis on a maintenant une idée de l'habitat des premiers colons sur Mars ou la Lune. La NASA a demandé à des équipes d'ingénieurs et d'architectes de proposer des projets en vue d'une potentielle mission habitée sur la planète rouge et au-delà. Et c'est une firme new-yorkaise qui a décroché le prix d'un montant de $500 000 après avoir réussi à imprimer en 3D un habitat pour des astronautes sur la Lune ou sur Mars. L'équipe AI Space Factory a conçu son habitat baptisé Marsha d'après des calculs selon lesquels un habitat cylindrique serait le plus efficace pour maximiser l'utilisation du volume et de la surface au sol. Les cylindres sont également des réceptacles de pression efficaces, ce qui signifie qu'ils consommeront moins d'énergie à garder l'atmosphère de l'habitat similaire à celui sur notre planète. L'habitation a été donc conçue de manière à être imprimée en 3D à la surface de Mars. L'agence américaine veut envoyer des humains sur la planète rouge dès 2033. Et d'ailleurs, les finalistes de ce récent concours de la NASA ont été sélectionnés par un panel composé de membres de la NASA, d'universitaires et de sociétés spatiales privées. Créer un système de survie fiable et intuitif sera primordial pour le succès de toute mission vers Mars, a dit la NASA dans un communiqué. Au cours de la phase 3, les équipes devaient concevoir des versions miniatures de leur proposition d'habitation extraterrestre, un tiers de leur taille réelle, ainsi qu'un rendu virtuel de l'habitat et tout le système de survie qu'il comprendra. Dans le cadre de la compétition, le jury voulait voir l'importance des constructions indigènes ou les choses que les astronautes et les rovers pourraient retrouver sur la Lune ou Mars elle-même. Voilà, je crois que je suis en train d'envisager mon prochain voyage. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.